merci de me donner la possibilité de vous présenter mon travail, qui me permet aussi de présenter des approches qui ne sont pas toujours très développées autour de ce qu'on va appeler la sociologie des temporalités, c'est-à-dire une approche des pratiques temporelles qui contribuent à être ensemble par le fait de se synchroniser. On va pouvoir dire ça rapidement. Et c'est un petit peu l'objet de ces présences sociales que je vais vous développer. Cependant, et donc je vais aller vite, mais Clara en a parlé un petit peu, je vais rapidement vous présenter mon itinéraire de recherche, non pas tant... c'est surtout pour montrer la genèse de cette question des présences sociales et comment elle s'articule avec des questions à la fois de genre et des questions de prise en charge, de politique sociale, de soins, de sociologie de la santé. Donc c'est un petit peu pour, surtout pour vous montrer un petit peu la genèse de cette question des présences sociales que je vais un petit peu décliner quelques travaux que j'ai pu mener, des enquêtes qui alimentent cette discussion autour du care et des enjeux de temporalisation et de sexuation de l'accompagnement, du soutien. Donc, après cette petite présentation de mon itinéraire de recherche, on va dire, de quelques enquêtes que j'ai menées, je voudrais d'abord montrer le lien que j'établis entre les questions de genre et de temporalité. Ensuite, je vais vous présenter un peu mieux ce concept de présence sociale, essayer de vous montrer ses apports pour analyser les interdépendances, la solidarité, et puis je vais terminer par une question qui est plus interne à la recherche, c'est en quoi il y a aussi des présences sociales dans notre milieu académique, que ce soit celle du chercheur avec les personnes chez qui il va enquêter, que ce soit par une démarche ethnographique ou par entretien, etc. Et quelle responsabilité il a, donc quelle position il occupe vis-à-vis de ses interlocuteurs dans les enquêtes. Et puis aussi, ça a aussi des implications quant à, disons, l'univers académique tel qu'il évolue, avec aussi toute la question de l'accélération de la recherche que l'on subit dans le milieu académique par ce qu'on va appeler le New Public Management, qui est à l'œuvre dans l'univers académique, et voir jusqu'à quel point les réponses en termes de slow science peuvent être intéressantes, mais aussi les limites qu'elles peuvent avoir au regard justement de ce que je disais plus tôt quant à la position que l'on peut avoir vis-à-vis du monde social. Grosso modo, est-ce qu'on peut être au-dessus de la société et la regarder comme dans un bocal, et dès lors, comment on articule la tension qu'on peut avoir entre la temporalité de la recherche et la temporalité de la société, tout en n'étant pas dans notre tour d'ivoire. Donc voilà un petit peu l'enjeu qu'on peut avoir quant à la façon dont on peut mobiliser ce concept de présence sociale jusque dans notre activité de recherche. Alors, pour aller très vite, j'ai commencé à travailler sur les temporalités, mais plutôt sur les temporalités biographiques. J'ai travaillé en fait sur le parcours de vie et les âges de la vie et la manière dont l'âge chronologique était utilisé dans certaines institutions. Et j'ai travaillé sur le service militaire, qui était considéré comme un rite de passage
en tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'homme, donc une institution qui participait à l'ordre des âges et à l'ordre des sexes. Et j'ai aussi travaillé dans ce même doctorat à la justice avec cette juridiction spéciale pour les mineurs. Et donc sur ce seuil d'âge de la majorité juridique, en ce qu'il y avait deux types de temporalité distinctes. Une temporalité qui était basée sur l'accompagnement des mineurs, y compris lorsqu'ils faisaient des actes délinquants. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment la manière dont on pouvait remettre en cause une philosophie éducative dans une perspective, disons, plus sécuritaire, en disant les jeunes font des actes délinquants, donc il faut plutôt les punir et il faut arrêter de faire de l'angélisme pour excuser, etc. Toute cette dimension éducative qui est remise en cause depuis plus d'une vingtaine d'années en France, eh bien, on peut appréhender ça pas seulement d'un point de vue d'une remise en cause du modèle éducatif et le fait que la logique sécuritaire était en train d'être majoritaire dans les esprits et dans les pratiques professionnelles, mais c'est aussi, on peut l'analyser à travers une question de temporalité. Et donc une remise en cause d'une temporalité longue, qui est celle de l'éducatif, hein, pour être dans des logiques plus présentistes, celle de la réponse immédiate qui consiste à sanctionner plutôt qu'à donner des moyens en personnel éducatif pour accompagner des mineurs. Ce travail, je l'avais fait et en même temps, j'avais commencé à mener des recherches en sociologie de la santé, notamment sur les malades du sida. Donc j'avais travaillé à l'hôpital. Et dans ce contexte, c'est là où j'ai entamé des travaux sur les soins en prison. Donc c'est là où j'ai commencé à développer une ethnographie de la façon dont on pouvait accompagner, soigner des prisonniers, avec l'idée aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail qui est divisé entre des soignants et du personnel sécuritaire, du personnel pénitentiaire, mais que lorsqu'on le regarde et lorsqu'on participe à la vie en prison des personnels professionnels et des détenus, eh bien on s'aperçoit que le soin circule et que l'on soit soignant, que l'on soit surveillant de prison, que l'on soit codétenu, eh bien, quiconque participait à cette coopération pour le soin. Et de la même façon, évidemment, la dimension plus sécuritaire n'est pas simplement dévolue au personnel pénitentiaire. Cette question-là va être importante quant à la façon d'appréhender les présences, le care, en ce qu'il ne se résume pas simplement à être du côté du bien. Il y a toujours cette tension entre le soin et puis la contrainte. C'est un petit peu cet aspect-là que je vais aussi développer autour de cette notion de présence sociale. Alors, donc, je vous l'ai dit, j'ai continué à mener des travaux sur la justice des mineurs et le travail social en insistant sur les enjeux de temporalisation. Donc, j'en ai dit deux mots concernant la justice des mineurs. Et plus globalement, autour du travail social, c'est quelque chose qui est un enjeu central aujourd'hui dans le contexte français, où il y a à la fois des restrictions budgétaires, donc des logiques budgétaires qui amènent à ce que l'on fasse attention
à quel travail on met en œuvre et quels résultats on a en face. Hein, donc la façon dont on demande des contreparties aux usagers du travail social. Et puis, hein, là encore, le nouveau management public s'impose aussi dans ce secteur social, ce secteur professionnel, hein, qui, évidemment, n'est pas très habitué aux logiques comptables, aux logiques de rendre des comptes avec des indicateurs, qui considère que, évidemment, un entretien avec une personne qui est en grande vulnérabilité pour justement l'accompagner au mieux, eh bien, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures, etc. Et lorsque on a la pression des comptes pour faire des bilans toutes les semaines, etc., comme c'est maintenant beaucoup le cas, eh bien, il y a une tension extrêmement importante quant au sens du travail social qui se traduit énormément en termes temporels. C'est-à-dire que c'est qu'avec le temps que l'on retrouve le sens de son travail dans l'accompagnement. Donc déjà, à travers ces travaux, eh bien, je sentais l'importance d'appréhender les questions d'accompagnement au regard des enjeux de temporalisation, c'est-à-dire, très concrètement, ça voulait dire jusqu'à quel point, pour appréhender une situation difficile, une assistante sociale avait la possibilité, non pas seulement de répondre dans l'immédiateté à une situation, lui donner une chambre d'hôtel pour la nuit, lui donner des bons alimentaires, etc., mais au contraire, engager un travail de plus longue haleine, qui nécessite parfois d'aller mener une enquête rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les difficultés, etc. Donc aller vers le passé, donc, pour faire en sorte que l'on n'agisse pas simplement dans le présent, mais que l'on puisse donner des capacités aux personnes qui sont aidées, accompagnées, pour qu'elles puissent devenir un petit peu actrices ou acteurs d'eux-mêmes et avoir des capacités d'agir pour le futur. Donc c'est ce que j'appelle les enjeux de temporalisation, hein, qu'ils appellent tout à fait autrement, avoir le temps pour travailler et pour accompagner, disent les travailleurs sociaux, mais c'est une difficulté aujourd'hui de défendre ce sens du travail. Alors j'avais aussi mené des travaux sur l'évolution du mouvement féministe, sur les logiques de domination. Et puis sur le travail social, j'ai essayé aussi à mener à travailler sur le genre du travail social. Alors, dans un premier temps, il s'agissait de s'interroger sur un déni dans le secteur du travail social, en ce qu'on observe un secteur professionnel extrêmement féminisé, et en même temps, dans un contexte où les études du genre se sont largement développées en France, eh bien, il y avait un secteur, que ce soit le secteur lui-même ou que ce soit les sociologues qui s'intéressaient à ce secteur, eh bien, les approches en termes de genre étaient complètement absentes. Alors, évidemment, on peut commencer à objectiver la féminisation des différents métiers, de voir justement quels sont les métiers qui sont plus ou moins féminisés et quelles sont les logiques qui sont à l'œuvre, ce qui amène à interroger d'une part le déni du genre dans ce secteur-là, et comment on pouvait l'enrichir avec les perspectives du CARE, avec les perspectives justement des enjeux temporels que j'ai abordés tout à l'heure. Et évidemment, cette question-là est centrale, me semble-t-il, au regard des pressions temporelles, hein, qui sont la traduction d'une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'imposer une logique managériale dans
le travail social. Alors, évidemment, cette question-là m'a amené et je vais y revenir, à penser aussi plus globalement les présences du travail social contemporain, en ce que vous connaissez peut-être la métaphore de Pierre Bourdieu, la main droite de l'État et la main gauche, la main droite de l'État étant plutôt sur les dimensions régaliennes, police, sécurité, et puis la main gauche de l'État étant sur des logiques plus protectionnelles, travail social, mais aussi enseignement, etc. Évidemment, quand on peut développer beaucoup de choses, voir aussi les limites de cette métaphore. En même temps, il est pas inintéressant de voir jusqu'à quel point on a derrière ces manières distinctes d'appréhender une sécurité de la société, que ce soit une sécurité au sens sécurité comme on parle de la sécurité sociale, donc dans une logique plus protectionnelle, ou sécurité quand on parle dans une dimension plus sécuritaire, voire qui implique l'état pénal, par exemple, une intervention en termes de punition, de sanction. Eh bien, ces dimensions peuvent se lire à l'aune des temporalités qui sont à l'œuvre, en ce que la logique sécuritaire renvoie plus à des réponses plus immédiates, plus lisibles aussi, hein, et dans un contexte de rétrécissement des horizons temporels, y compris pour le politique, la façon dont le politique aujourd'hui, avec un seul exemple, est largement, fonde largement ses actions, les politiques qu'il met en œuvre au regard de l'opinion publique, donc des sondages, qui sont des logiques beaucoup plus court-termistes, au regard d'ambition, d'utopie, qui peuvent, et au regard de ce que relève normalement la fonction même de l'État, c'est-à-dire garantir l'être ensemble dans la durée, eh bien, on voit bien, à la fois dans cette métaphore et dans la façon dont le politique aujourd'hui met en œuvre un certain nombre de politiques, comment on peut avoir une lecture temporelle qui fait en sorte que la main droite de l'État, aujourd'hui, hein, qu'on relève du travail social, qu'on relève de l'enseignement, etc., de la prévention en termes de sanitaire, par exemple, eh bien, sont des dimensions qui sont mises à mal au regard de rétrécissement des horizons temporels. Donc, évidemment, est à l'œuvre à la fois un esprit gestionnaire et des logiques sécuritaires qui font que l'efficacité immédiate est souvent privilégiée au regard d'un travail au long cours. Pour le travail social, hein, et on pourrait décliner ça sur d'autres secteurs, l'enseignement, voire même la culture, mais bon, ce n'est pas mon domaine, je vais en rester au travail social, eh bien, on voit bien comment il y a un certain nombre de remises en cause des valeurs du travail social, qui sont aussi des remises en cause de dimensions intrinsèquement temporelles, en ce qu'il s'agit de travailler sur le long cours, et la façon de continuer à travailler, hein, malgré toutes ces contraintes, et d'une certaine façon, ce sont des résistances, non pas en termes de mouvements sociaux, mais en termes dans la pratique, comment je maintiens un sens à mon travail, eh bien, ce sens-là, on le trouve dans la façon de continuer à temporaliser, de continuer à comprendre la situation des personnes, continuer à tenter de ne pas répondre dans l'immédiateté aux situations, ce qui ne fait que repousser le problème et
les personnes, on les revoit la semaine suivante au guichet pour exactement les mêmes situations. Eh bien, ça se joue en termes de temporalisation. Alors, voilà un petit peu quelques aspects des travaux que j'ai menés pour maintenant vous rentrer un petit peu plus dans les questions de temporalité et la façon dont on peut travailler sur les temporalités en sociologie. Eh bien, on a à l'œuvre, évidemment, le temps qui nous vient à l'idée, celui qui est le temps dominant, celui qui permet cette synchronisation, ces règles temporelles, ces emplois du temps, le temps de l'horloge, les calendriers. Donc c'est un temps chronologique qui est à l'œuvre. C'est aussi ce temps chronologique, il est propre aux sociétés industrielles et même aux sociétés post-industrielles. En tout cas, il est dominant du fait même aussi que c'est un temps quantitatif, hein, donc qui s'additionne, c'est un temps linéaire, c'est le temps de la physique, et qui est dominant dans nos sociétés matérialistes. Au demeurant, il donne un cadre universalisant, un cadre pratique à l'être ensemble. Mais ce temps du chronos, pour appréhender, me semble-t-il, les situations et la pratique temporelle qui consiste justement à observer aux différents niveaux, que ce soit au niveau des institutions ou au niveau des individus ou au niveau méta, eh bien, il convient d'appréhender une autre dimension temporelle, hein, qui est celui du kairos. Le kairos, en grec, c'est le moment opportun, l'action qui convient, l'occasion propice. Donc c'est un temps beaucoup plus pragmatique. Donc ce temps de l'action qui convient, eh bien, c'est aussi un temps plus qualitatif en ce qu'il s'occupe d'une action qui convient du fait de l'élaboration située de l'opportunité et de sa dimension qualitative. Donc, par exemple, est-ce que, certes, j'ai rendez-vous, mais en même temps, j'ai mes enfants et il y a un malentendu et donc je dois m'en occuper. Comment j'agis? Qu'est-ce que je privilégie, etc. Donc il y a toujours des enjeux des mises en valeur qui sont confrontés dans la façon dont, au regard d'une situation qui ne correspond pas à ce qui est programmé à l'avance au terme de chronologie, de chronos, d'emploi du temps, eh bien, il y a des opérations qui renvoient à la situation, aux rapports sociaux qui sont en jeu dans la situation, aux éléments de subjectivation qui font que j'agis de telle manière ou j'agis de telle autre manière. Et dans la façon d'agir de telle manière ou de telle autre manière, ce qui est aussi en jeu, c'est une dimension plus conséquentialiste. Ce qui me permet de dire je ne vais pas faire ce qui est au programme, mais il est peut-être mieux de faire différemment et d'attendre un petit peu, c'est parce que je pense que les conséquences de ce que je mets en œuvre vont être meilleures par rapport au but que je me donne à plus long terme. En ce sens, donc, ce temps du kairos, il ouvre à des dimensions morales du temps qui me semblent être intéressantes. Et c'est avec ces deux dimensions du temps qu'il me semble être intéressant de pouvoir appréhender les rapports entre temporalité et genre. La façon les études féministes qui ont abordé les questions temporelles n'ont pas pour autant négligé les questions chronologiques. Lorsque les féministes matérialistes ont
d'abord travailler sur le travail domestique, hein, pour aller voir jusque dans le privé qui est politique, dans la mesure où le travail à l'œuvre est au fondement des inégalités dans le domestique, par exemple, eh bien, la façon d'objectiver des inégalités a consisté à d'abord mettre en œuvre et à objectiver les grandes inégalités en termes d'heures de travail, etc. Et la façon dont on continue à objectiver les inégalités en termes de travail partiel, qui s'occupe de quoi, etc., eh bien, on a toujours comme outil extrêmement important la dimension chronologique. Hein. Donc il s'agit justement non pas de plaider pour une dimension par rapport à l'autre, mais dans leur articulation. Mais l'un des intérêts de cette deuxième dimension, notamment pour les travaux féministes qui se sont intéressés au travail et qui ont renouvelé la sociologie du travail, notamment dans les années 70, les années 80 aussi, hein, à partir notamment de l'étude du travail domestique et de la division sociale du travail, en ce qu'elle amenait une expérience particulière des femmes qui étaient assignées au domestique, à l'éducation des enfants, tout en étant amenées, de façon de plus en plus importante, à être engagées dans la sphère professionnelle du travail salarié. Et cette division sociale du travail a amené à mettre en évidence une expérience temporelle des femmes, du fait de la division sociale du travail. Hein. Il ne s'agit pas d'essentialiser des qualités naturelles des femmes. Hein. C'est bien là tout le renversement de cette perspective. Il s'agissait de mettre en évidence la manière dont les femmes étaient dans une disponibilité permanente, temporelle, vis-à-vis des enfants, des proches, dans le travail, évidemment, dans la façon justement qu'elles étaient assignées à des travaux qui étaient de service, et cette disponibilité temporelle permanente était une caractéristique de l'expérience temporelle des femmes. Autre caractéristique complémentaire, celle de l'anticipation, hein, qui est liée au fait d'être justement assigné à une logique de rôle, contrairement à être dans une logique de position, hein, je veux dire par là, être dans une logique de rôle, c'est mettre en œuvre une activité, mettre en œuvre des actions en les appréhendant, en considérant le rapport à autrui. Alors qu'une logique de position renvoie d'abord à une action qui s'appréhende par rapport en partant de sa propre logique, son rapport à soi, et évidemment qu'on met en œuvre au regard ensuite d'autres contingences, les contingences étant éventuellement autrui. Donc, dans cette distinction qu'un certain nombre de collègues féministes ont mis en œuvre, eh bien, ça se traduit par des compétences temporelles, des caractéristiques temporelles de l'expérience qui deviennent des compétences non pas naturelles, là encore, mais du fait d'une socialisation à ce rapport à l'autre, et qui induit
aussi une autre caractéristique, celle de la responsabilité de la durée. Alors, évidemment, les tenants d'une logique très essentialisante diront « c'est normal, les femmes donnent la vie, donc c'est assez logique qu'elles soient responsables, plus encore que les hommes, à la reproduction et à faire attention à être dans la réparation, dans la protection, pour être attentive aux conséquences qu'il peut avoir par rapport à sa progéniture, et donc d'être responsable dans la durée. Donc, à l'encontre de cette considération naturalisante, essentialisante de la distinction de sexe, eh bien, il me semble plutôt que la responsabilité de la durée, cette dimension d'être toujours conséquentialiste, est aussi à mettre en évidence au regard de la façon dont s'élabore le rapport à autrui. Et à partir de là, ce que je voudrais mettre en évidence par rapport au rapport entre le genre et la temporalité, c'est de finalement dire que le système de genre qui repose donc aussi sur une construction du rapport au temps, c'est-à-dire que la façon dont, au final, on en arrive à considérer que ces compétences de l'anticipation, de la façon de savoir être en situation et savoir s'adapter aux situations, mais aussi d'être plus responsable, d'être conséquentialiste dans ses actions, eh bien, cette naturalisation des compétences, dites féminines, elle s'appuie sur une temporalité d'abord qui est basée sur le rapport à l'autre. Donc, à partir de là, on peut s'intéresser au care, ce que ça a apporté, me semble-t-il, dans la façon de considérer le travail de reproduction et le travail de production. Alors, ces perspectives du care, en français, on a essayé de le traduire à la fois par soin, par sollicitude, par attention, par souci de l'autre. Donc c'est un petit peu de tout ça en même temps, c'est-à-dire c'est à la fois des dimensions pratiques et des dimensions morales. Ces approches-là, elles ont consisté à analyser justement le principe d'interdépendance, et en essayant d'en étudier le genre, la division sexuée de cette façon d'être dans l'interdépendance, et des activités qui sont mises en œuvre pour assurer ces interdépendances, et ce sont des activités qui sont évidemment invisibilisées, naturalisées et hiérarchisées, ça c'est le propre de l'ordre du genre, et qui sont mises en œuvre pour répondre aux besoins d'autrui, en prenant compte aussi de la subjectivité des investissements. Alors, le care, c'est un processus temporel. Je vais y venir, en ce que disons j'allais dire un mot d'ordre, en tout cas, un des principes à la base de ces approches-là, c'est de considérer que nous sommes tous vulnérables. C'est-à-dire, évidemment, au-delà des situations bien évidentes concernant la petite enfance, concernant la vieillesse, concernant la maladie, concernant le handicap, où il y a à mettre en œuvre des activités pour soigner, pour être attentif, pour aider, pour accompagner. L'idée, c'est que,
au-delà de ça, nous sommes tous dans l'interdépendance et nous sommes tous vulnérables. Et ce qui me permet d'être de façon apparente indépendant, hein, cette indépendance est une fiction car elle se repose sur des accompagnements dont je bénéficie et qui sont invisibilisés. Et c'est vrai dans ce qui s'induit par une division du travail, souvent, une division du travail dans le privé aussi. Hein. Alors, l'autre idée, me semble-t-il, dans une dimension, c'est qu'il y a de la réciprocité dans la durée. C'est-à-dire que par rapport au moment où je peux être de façon évidente dans le besoin d'un soin, quand j'ai été bébé, par exemple, et que je sais que je serai à même amené à être dans un besoin évident de soins lorsque je serai malade, lorsque je serai vieux, etc. Cette dimension introduit une dimension de réciprocité dans la durée. Et autre aspect, je vais peut-être un petit peu vite, mais parce que ce sera peut-être plus intéressant d'y revenir dans la discussion, autre aspect du care, tel qu'il a été développé par John Tronto, c'est un processus. Et le processus, il va de la façon dont on se met dans une disposition à voir qu'une personne a besoin ou qu'une situation a besoin d'une activité pour réparer, que telle personne a des problèmes et on pourrait peut-être l'aider. Donc c'est une attention aux besoins des autres. C'est une première phase. Il y a une phase où il y a des choses qui sont mises en œuvre pour répondre aux besoins des autres. Ce sont des problèmes de coordination, par exemple, dans une famille, pour aider le parent qui devient grabataire, comment on fait, etc. Et puis, il y a une phase de mise en œuvre très concrète. Qui fait quoi? Et à ce moment-là, il peut y avoir, dans la phase préalable, on peut avoir fait appel à du personnel que l'on paye, donc tous les travaux qui sont faits sur les aides à domicile, les personnes qui s'occupent, qui sont payées dans des emplois très précaires et souvent immigrés, que l'on fait appel à des personnes qui sont dans des statuts très peu intéressants, malgré tout, mais qui sont toujours plus intéressants que ce qu'ils peuvent avoir dans leur pays d'origine, etc. Donc il y a beaucoup de travaux autour de ça. Donc, et puis ça peut être au sein même, par exemple, de la famille. Hein, et dans ce cas-là, on s'aperçoit que, évidemment, cette répartition du travail très concret, eh bien, il ne se fait pas de façon aléatoire. Et là encore, on retrouve des assignations sexuées très évidentes. Et puis, il y a une dernière phase qui est très, très intéressante, c'est celle de la réception. Comment on reçoit le soin, avec cette dimension que, justement, est-ce qu'on le reçoit dans une seule perspective de ça soulage sur le moment, ou est-ce que ça donne, de par la réponse qui a été mise en œuvre, des forces, des moyens pour être capable d'être dans une perspective d'autonomisation et donc d'être un peu moins dans le besoin. Juste, là, je ne vais pas développer là-dessus, mais ces interactions entre temporalité et genre, évidemment, induisent tout un pan de travaux autour de l'articulation entre âge et genre.
Et c'est ce que j'ai été amené à faire, Clara en a parlé, autour de cette dimension sexuée de l'âge que j'ai abordée à partir d'enquêtes sur soit d'un numéro de revue autour du vieillissement et de la sexualité, et puis une grosse enquête que j'ai menée avec un collègue, Hervé Levillain, sur la parentalité tardive. Donc je m'étais intéressé à des situations où des pères avaient eu des enfants après 45 ans, et puis des mères qui ont eu des enfants après 40 ans. Et j'avais essayé de comprendre les logiques temporelles et biographiques à l'œuvre dans ces situations, et évidemment les logiques de genre qui étaient à l'œuvre. Alors, après avoir développé un petit peu ce lien entre temporalité et genre, et donc en quoi les enjeux de temporalisation étaient en lien avec les enjeux de sexuation, je voudrais maintenant vous parler un petit peu de présence. Alors, dans le sens commun, les présences en français, ça vient du latin, c'est être là à portée de main, mais quand vous êtes là, ça ne me dit pas si vous êtes vraiment engagé dans la situation. Il y en a qui peuvent faire autre chose. Ce n'est pas un problème, ça peut l'être. Et c'est... Bon, ceux qui ont des étudiants savent bien que de plus en plus, avec les portables, le fait qu'ils trépignent, c'est pas forcément qu'ils prennent beaucoup de notes sur ce que vous dites. Ils peuvent être sur Facebook. Donc, tout ça pour dire que la présence en soi ne dit pas si on est engagé dans la situation. Quand on dit assurer une présence, ou la personne, j'ai été malade, et là, mon compagnon, ma compagne, elle a vraiment été présente. Là, on dit beaucoup plus sur l'engagement dans la situation. Répondre aux besoins. Évidemment, quand on dit d'un acteur, la présence au théâtre ou au cinéma, quelle présence ? Eh bien, ça induit bien quelque chose de l'ordre de l'engagement et qu'il convient difficile à objectiver, et en même temps sur lequel on peut se mettre d'accord sur tel acteur ou telle actrice qui est présente, qui est vraiment une grande présence par rapport à tel autre. Il y a une dimension un peu mystérieuse. Je sens une présence, ça sent le film d'horreur. Il y a une présence derrière moi, et il y a quelque chose qui est difficilement palpable et en même temps qui agit sur la situation. Évidemment, il y a la dimension religieuse, c'est la présence de Dieu. Si vous tapez sur Google ou sur une liste de titres dans une bibliothèque, les livres qui parlent de présence sont surtout des livres de théologie ou d'obédience religieuse. Évidemment, ce qui est intéressant, je pense, dans la présence de Dieu, et on pourrait en parler très très longtemps, c'est que, évidemment, c'est pas palpable, mais dès lors qu'on la ressent, dès lors qu'on y croit, eh bien, on agit en fonction. Ou, en tout cas, cette présence-là rentre en considération dans nos actions. Au-delà même, évidemment, cette présence dont on n'a pas forcément d'éléments palpables. Donc, ce flou de la notion me semble en fait un atout pour penser les présences au sujet. Alors, il me semble qu'on peut parler de présence que si, évidemment, on a en tête que c'est un couple présence-absence. Alors, très rapidement, les usages communs des présences, il y a une dimension phénoménologique, je ne vais pas développer ici, alors que ça me semble être cette idée justement que je vais quand même développer tout à l'heure, autour de
être présent ne se réduit pas au présent. Il y a de la temporalisation dans la présence. En sémiologie, on a beaucoup... c'est un concept assez central en sémiologie, autour du sens qui émerge des situations et des expériences. Bon, j'ai parlé de la religion. Il y a une théorie, mais vraiment une théorie de la présence sociale, c'est en sciences de technologie, de l'information et de la communication. Et la présence sociale, c'est ce qui indique justement l'engagement dans une interaction lorsqu'on est en communication par le biais, par exemple, au téléphone. Vous êtes au téléphone avec quelqu'un et vous vous rendez compte que finalement, il est en train de faire autre chose, quoi. Et c'est pas toujours agréable. Donc, derrière ce petit exemple-là, ça nous montre ce concept de présence sociale, c'est comment mesurer par un certain nombre d'indicateurs l'engagement dans l'interaction, que ce soit au téléphone, par Skype, etc. Hein, y compris dans les communications par mail, etc. Ça a des implications, évidemment, quant à l'apprentissage à distance. Hein, le e-learning, etc., je vais y revenir, mais qui ne peut être envisageable qu'à partir du moment où on a une présence sociale, au sens qui soit à minima. Alors c'est une notion qui est très très développée, présente dans le discours de tout un tas de sports ou de métiers liés à l'harmonie du corps. L'ostéopathie, les psychomotriciens, la capoeira, etc. Alors, dans les sciences infirmières, la présence infirmière, caring presence, nursing presence, est quelque chose qui est extrêmement développé. Je ne sais pas ce qu'il en est en Tchécoslovaquie, mais en France, il n'y a pas en tant que tel des sciences infirmières, il n'y a pas beaucoup de métiers de recherche infirmière, alors que dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment de la recherche infirmière, qui veut dire recherche, dit publication, dit tout un tas de supports, d'évaluation, etc. Et quand on regarde les publications de ces revues infirmières, eh bien, la notion de présence est centrale. La présence infirmière pour assurer la façon du soin, etc. Et puis deux niveaux qui me semblent intéressants pour montrer l'ambivalence de cette notion. C'est un secteur de la sécurité, tout ce qui est vidéosurveillance, gardiennage, police. On parle d'une présence, cette présence étant amenée à vous assurer la sécurité. Et puis, dans le travail social, les métiers de présence sociale est quelque chose qui est assez développé dans le secteur. Alors, en sociologie, cette notion-là n'a pas été tellement développée en soi. Je voudrais juste évoquer une féministe, justement, qui a, en évoquant justement cette double journée de travail, hein, qui a été dénoncée par les féministes, par les mouvements, eh bien, il lui semblait justement, au regard de l'analyse de l'expérience temporelle des femmes, qu'il était plus intéressant de parler de double présence. Erving Goffman, hein, travaille, évidemment, spécialiste de l'interaction, travaille sur la présence, mais plutôt dans la logique de la coprésence. Hein. Et dans son livre « Behavior in Public Places », eh bien, il y a toute la question de la coprésence dans l'espace public qui est centrale.
un anthropologue des religions qui met au centre une phénoménographie de la présence. Hein. Et puis, Luc Boltanski, dans un additif à la souffrance à distance, a 100 pages d'une enquête très très intéressante sur la façon dont on pouvait faire circuler des émotions dans un message radio, à la radio. Il avait travaillé sur un corpus d'émissions destinées à des détenus qui, genre, salut, c'est Bibi, comment ça va, c'est maman, etc. Et ce corpus-là, il l'avait analysé dans la manière de, justement, comment être présent tout en étant absent, et comment être présent au sens de faire qu'est-ce qui permettait de faire circuler ou pas des émotions. Notamment, il mettait en évidence l'importance de la voix. Hein. Il nous explique souvent que quand il s'agissait de lire les transcriptions de ces messages-là, tous ses collègues lui disaient à l'époque de cette enquête, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et lorsqu'il les faisait écouter, et là on voyait, c'était évident qu'il y en avait qui disaient quelque chose, et d'autres qui étaient plats, pour prendre un langage commun. Voilà. Je voudrais juste mettre en évidence, parler de présence. Je crois que je l'ai évoqué à travers les exemples. C'est pas forcément l'image que l'on a voulu parfois donner au Caire, des bisounours, etc. C'est qu'il y a de la tension. Une tension entre... et je crois que les secteurs professionnels, comme de la surveillance d'un côté, du travail social de l'autre, le montrent. Ce que je vous évoquais à travers la prison montre bien cette tension que l'on retrouve dans cette expérience assez commune, qui est celle d'avoir été élevé par ses parents ou d'élever des enfants, hein, et qui fait que eh bien, ça se fait à la fois... on essaye d'une autorité, et puis parfois on verse dans l'autoritarisme. Parfois on est dans la contrainte, et puis évidemment on est dans l'accompagnement. Donc il y a cette ambivalence de l'attachement des présences parentales. Donc dans cette veille liée à la présence, eh bien, il y a veiller sur et surveiller. Il y a de la protection et du contrôle, du soin et de la sanction. Et ce sont évidemment des questions que l'on peut retrouver autour des façons d'appréhender la main gauche et la main droite de l'État. Hein. Il me semble qu'on n'a pas suffisamment... lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on regarde des travaux de sociologie de l'État mettant en évidence ces différents aspects, différentes activités de l'État, de voir ces tensions que l'on retrouve pas seulement dans une division, il y a la police d'un côté, il y a le travail social de l'autre, mais c'est que dans le travail de la police, cette tension existe, et c'est dans le travail de l'assistant social ou du travailleur social, eh bien, cette tension est permanente. Alors, du coup, je vais parce que ça va être là, je vois que le temps passe. Encore 15 minutes, mais bon, ça va aller alors. Je voudrais vous proposer une définition un petit peu de ces présences sociales qui est assez proche des sociologies du Caire, mais qui souligne les enjeux temporels. Hein. Donc à la fois faire une sociologie donc, des présences sociales, c'est décrire, analyser, c'est notre travail de sociologue, des prises en charge, des pratiques d'accompagnement et de soins,
Alors ces activités, elles peuvent être professionnelles ou profanes. Ça peut être celle comment on est en présence d'un ami, comment dans le couple, comment en étant parent. Et puis ça peut être des professionnels. J'ai parlé du travail social, j'ai parlé de la police. Et puis elles doivent être observées, c'est la dimension temporelle du processus, que ce soit au niveau de l'attention et de l'écoute. Comment on élabore, comment on coordonne ces présences, le soin, comment on met en œuvre les activités pratiques que l'on a décidé de mettre en œuvre, et puis les actions concrètes. Il y a aussi des émotions qui y sont liées et qui sont à prendre en compte. Et puis elles doivent être envisagées à la fois dans les dimensions à la fois morales et pratiques, hein, donc. Et il doit y avoir en tête cette tension entre protection et contrainte, en essayant justement de regarder leurs enjeux de temporalisation et de sexuation. Il me semble que ça permet de répondre aux critiques qui sont souvent faites aux perspectives du Caire. Je ne parle pas des critiques les plus machistes qui consistent à considérer que ce n'est pas intéressant parce que c'est une affaire de bonnes femmes, que ce sont des nunucheries, etc. Des choses qu'on avait entendues, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où, dans la politique française, il y a quelques années, il y avait Martine Aubry qui avait commencé, qui est une socialiste française, qui avait proposé une société du Caire comme concept central d'une politique qui pourrait être mise en œuvre dans un programme de la présidence à laquelle elle voulait briguer la candidature. Et donc il y avait eu des critiques très très fortes et pour beaucoup qui étaient de l'ordre de critiques machistes, mais il y en avait d'autres. Et plus globalement, dans l'univers académique, les perspectives du Caire rencontrent un certain nombre de critiques. Et je vais en mettre en évidence deux que j'ai résumées là, c'est-à-dire l'idée que le Caire serait privé, donc, alors que le politique traite de la chose publique, hein, c'est rabattre le Caire à une question du diadique ou à la question du voisin qui aide la mamie qui est malade. Donc, ça serait situé, hein, et donc, alors que le politique relève de considérations universelles, et puis ce serait limité au présent. Or, le politique s'inscrit dans l'épaisseur du temps historique et de la durée. Et donc, pour le dire vite, il y avait deux grosses critiques qu'on pouvait prendre au sérieux, hein, qui ont été faites aux perspectives du Caire. C'est à la fois une critique du présentisme et une critique du localisme. Et il me semble que, à travers cette façon de penser les présences, on peut peut-être aider les perspectives du Caire à y répondre. En ce que la présence, justement, être présent, ne se réduit pas au présent, je vais développer ça, et elle ne se réduit pas à l'interaction. Il semble aussi que c'est important de dire que, je crois tenter de le montrer, les présences, elles peuvent être multiples, variées, profanes et professionnelles, et dès lors, on peut envisager aussi des dimensions plus, à un niveau plus général que celui des interactions, et on peut considérer justement des politiques sociales, l'État social, qui met en œuvre des présences, c'est-à-dire qu'il y a des présences de la société. Et alors,
deux choses. Le risque du localisme et justement la façon dont les présences circulent. Et on peut envisager des présences à distance. Alors, je l'ai évoqué, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers des outils technologiques de plus en plus intéressants qui permettent de la communication à distance. Et qui dit communication dit aussi des formes de présence. Donc j'ai évoqué le travail de Boltanski qui, malgré l'incarcération, les proches pouvaient faire œuvre de présence à travers la circulation d'émotions. Évidemment, j'ai pas, ou alors je ne sais pas si... Oui. Actuellement, il y a pas mal de travaux extrêmement intéressants autour de la circulation du Caire dans les situations d'immigration. Je donne un exemple. En Italie, où la question de la prise en charge des personnes âgées est confrontée à un système de politique sociale qui n'est pas très... qui n'a pas une grande tradition, si ce n'est celle du familialisme. Or, justement, la façon dont évolue aussi la société italienne fait que les femmes qui étaient assignées à s'occuper des personnes âgées ne sont pas forcément toutes disponibles parce qu'engagées dans le travail salarié, par exemple. Et puis, actuellement, il y a plus d'1 million, voire 1,5 million personnes migrantes venant de l'Est, d'Ukraine, mais aussi des Philippines, etc., qui viennent à demeure s'occuper de personnes âgées. Et donc, elles laissent dans leur pays d'origine des situations, parfois des enfants, parfois une famille, parfois des personnes âgées, pour venir en Europe s'occuper de personnes âgées. Et il y a des travaux très très intéressants qui s'intéressent à la circulation du Caire et à la façon dont ces personnes, tout en étant présentes à demeure, 24 heures sur 24 au domicile de personnes âgées en Italie, malgré tout, ne sont pas absentes de leur famille dans leur pays d'origine. Il y a des possibilités, autrement dit, d'être présent à distance, que ce soit par le téléphone, par Skype, par des envois d'argent, par des attentions, etc., par de la circulation économique, parce que derrière la circulation économique, il y a la circulation des émotions, des attentions. Donc, tout ça pour dire que les présences ne se résument pas à la situation dyadique. Ce qui a induit aussi des controverses. Si tout est possible, si le soin est possible à distance par la télémédecine, jusqu'à quel point on va dans une logique technique et jusqu'à quel point la présence dans sa dimension de coprésence physique qui peut être aussi, et c'est la question aussi des approches du Caire dans la situation de soins, peut être problématique. La télésurveillance auprès des fragiles, les personnes une personne âgée qui reste à domicile avec des caméras, ça permet à la personne qui est obligée d'y aller tous les jours, ça permet de rassurer. Et donc, ça permet parfois de peut-être moins y aller tous les jours. Or, du point de vue de la personne âgée, ce n'est pas forcément une réponse qui est adaptée, etc. 5 minutes. Voilà, le téléenseignement, évidemment, là, les controverses sont... Vous savez que c'est un marché, et en même temps, qu'est-ce que ça induit comme type de pédagogie que d'induire à domicile? Deuxième risque, le risque du présentisme. Et là, tout l'enjeu, me semble-t-il, autour des présences, il est justement jusqu'à quel point on répond aux besoins des autres
en restant dans la situation présente, en répondant à l'urgence, et jusqu'à quel point ces réponses sont une réponse en termes de temporalisation, en ce qu'elle permet, comme dirait Koselleck, d'articuler les horizons d'attente et les champs d'expérience, autrement dit, le passé, le futur et le passé. Hein. Donc, il y a bien un enjeu de temporalisation qui est très, très important dans la présence, hein, en ce qu'il y a aussi des possibilités de différer, au sens de remettre à plus tard. Il y a des aspects de délibération, hein, et je ne vais pas m'attarder sur toute la dimension phénoménologique, hein, autour de la notion de présence, mais qui pourrait être intéressante. Alors, quelles perspectives nous amènent notamment des perspectives de recherche autour de ces questions de présence? Évidemment, j'en ai évoqué quelques-unes, hein, les présences institutionnelles, comment dans tel ou tel secteur on appréhende le travail en ce que l'on insiste sur ces enjeux de temporalisation qui nous permet, me semble-t-il, de voir la façon dont des personnes sont en quête de signification, de sens de leur travail. J'ai évoqué évidemment les présences à l'enfant, hein, comment l'engagement parental et institutionnel, dans leurs différentes dimensions temporelles. J'ai évoqué la façon dont on est en interaction avec l'enfant, et puis au fur et à mesure, comment cette interaction ne doit plus simplement être dans la coprésence. Tout l'enjeu, justement, il est de rendre possible cette autonomie de l'enfant. Et puis on peut aussi l'envisager, comme je l'ai fait par exemple, dans une dimension plus autour des âges auxquels on a des enfants, et de la façon dont on le fait non pas par égoïsme et non pas par présentisme, en disant « je veux un enfant maintenant », mais au contraire, la façon dont on anticipe le fait de « est-ce bien raisonnable ?» d'avoir un enfant à 45 ans, 50 ans, ce qui veut dire que j'en aurai 70 ans lorsqu'il aura 20 ans, etc. Le simple fait même de se poser la question, hein, renvoie à des logiques de temporalisation. Évidemment, il y a toute la dimension des présences intergénérationnelles. Hein. Qu'est-ce qui se passe entre les générations? La façon de... alors ça peut être au niveau d'une famille, hein, la façon dont circule le soin, comment s'inversent parfois les prises en charge. Un autre aspect qui me semble être assez intéressant, c'est autour des présences non humaines. C'est-à-dire que les animaux de compagnie pour les personnes âgées, les robots de surveillance, les bracelets électroniques, pour les détenus, c'est ce qu'on connaît bien, mais j'évoquais tout à l'heure les outils il y a des bracelets électroniques pour les personnes âgées, hein, qui permettent justement de surveiller, de maintenir une sensation de liberté, de ne pas paraître trop maltraitant en mettant des barreaux et en même temps en mettant un bracelet électronique qui fait que si il passe la porte, ça sonne et il n'y a pas ce risque de fugue, notamment pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs, de mémoire, etc. Donc, ces présences d'objets, de techniques ou d'animaux dans la façon d'accompagner peuvent, me semble-t-il, être assez intéressantes. Et puis, évidemment, c'est ce que je vais juste rapidement développer dans ma conclusion, autour de nous, notre travail, nos présences académiques, nos modes de circulation des savoirs, de transmission, d'encadrement de travaux, et puis comment on fait du collectif de recherche. Alors,
j'évoquerai deux aspects. Il y a les présences sur le terrain, quand, en termes de... est-ce que on a une position positiviste, où on considère que on regarde nos interlocuteurs par-dessus le bocal, et puis ce que notre regard ne fait rien à la situation. Hein. C'est la neutralité axiologique que l'on apprend tous dans les premières années de sociologie. Et en même temps, force est de constater que d'une part, eh bien, nous sommes dans la situation. Alors on vous dit, oui, mais c'est une question de distance. Il ne faut pas être trop impliqué, il faut être à la juste distance de vos... par exemple, vous faites une enquête sur des militants, mais il ne faut pas être trop impliqué, parce que sinon c'est un biais. Alors il me semble qu'au contraire, là j'ai peu de temps, on pourrait y revenir à la discussion, c'est que plutôt que cette illusion de la bonne distance, il faut peut-être assumer les présences sur le terrain. Assumer les présences, ça veut dire objectiver quelle est la nature de cette présence sur le terrain. Qu'est-ce que l'on demande à un anthropologue, qu'est-ce que l'on demande à un sociologue? C'est de rendre compte de son expérience de recherche. Et c'est cette expérience de recherche, c'est cette relation de recherche dont émane le matériau qui va nous servir à l'analyse. Donc, en ce sens, il peut y avoir des relations de care, des relations qui se mettent en place dans la situation. En tout cas, il y a de l'empathie, il y a parfois de la compassion, il y a parfois de la haine vis-à-vis sur notre terrain, de l'agacement. Et puis, ça induit aussi parfois des réponses. J'ai quelqu'un qui est mal. Est-ce que parce que je suis chercheur, je ne dois pas m'impliquer ou pas? Et donc, ça renvoie à la façon dont Jeanne Favre-Sada parle d'être affecté. Et puis, donc ça nous amènerait à penser non pas une production de savoir qui hiérarchise les enquêtés, et puis ce que le savant en décortique et en donne une vérité, mais au contraire de considérer qu'il y a des co-productions de savoir qui se mettent en œuvre, et dès lors, il faut essayer de voir justement les conditions temporelles de cette coproduction. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup évoqué dans cette intervention le nouveau management public qui affecte beaucoup la sphère académique. On est amené à produire de plus en plus, il y a la bibliométrie, etc. On nous dit qu'il faut faire des équipes, mais en même temps, c'est le porteur de projet qui est important. Donc il y a la concurrence qui est entre les chercheurs, qui est d'une certaine façon presque comme une évidence, alors que jusqu'à présent, il me semblait que le savoir se faisait par accumulation et par échange. C'est le type d'échange qu'on peut avoir là. Donc, il y a un vrai enjeu autour de la façon dont on fait de la science, dont on transmet, et il y a des enjeux temporels extrêmement importants. Donc, le mouvement Slow Science, qui considère qu'il faut ralentir la science, il peut être intéressant lorsqu'il s'agit de résister au nouveau management public. Pour autant, il y a bien un souci quant à la façon d'articuler cette temporalité qui est celle du chercheur et qui aspire
à pouvoir prendre le temps de lire, prendre le temps d'échanger, et en même temps, il y a un grand risque qui est celui de l'élitisme, de la tour d'ivoire, qui peut être justement qui, à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, au regard de la façon de penser la place du chercheur dans la société. Hein. Parce que cette société, il peut y avoir aussi des situations extrêmement urgentes. Et là, on a une tension qu'il faut penser. Il ne s'agit pas, justement, ce que j'ai essayé de dire à travers cette notion de présence, ce n'est pas régler les problèmes, c'est essayer de les penser ces tensions-là. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans un séminaire autour de la recherche-action, qui renvoie à des temporalités, et en même temps à toutes ces valeurs de la slow science, et comment on la met en tension pour penser l'utilité du chercheur dans la société. Donc, donc on pourrait évoquer évidemment les implications des présences académiques, mais tout l'intérêt de la discussion ici, c'était de vous proposer à la fois, me semble-t-il, l'enjeu des temporalités pour penser le vivre ensemble, pour penser les interdépendances, leurs enjeux de genre qui sont liés, et la façon dont on pouvait essayer de penser ces enjeux de temporalisation et de sexuation à travers cette notion de présence que je vous propose maintenant de discuter avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Když jste mluvil o hnutí Slow Science, mě by jen zajímalo, jak moc toto hnutí je bráno, a ta vaše koncepce je velmi specifická, jak moc je toto hnutí bráno ve francouzském akademickém prostředí vážně. A jestli si myslíte, že skutečně představuje nějakou hybnou sílu, nebo hybnou progresivní sílu, která může nějakým způsobem ovlivnit organizaci vědy a charakter vědeckého prostředí. Děkuji. Le mouvement Slow Science, pour l'instant, je crois que, en tout cas, ce qu'on peut en voir dans l'univers académique francophone, parce que il y a la Belgique où il y a quelques... C'est quoi? C'est un manifeste. C'est quelques initiatives qui s'en réclament, et pas grand-chose d'autre. Donc, à partir de là, évidemment, comme on l'a fait dans ce séminaire, en évoquant plus globalement, disons, l'idée d'un ralentissement au regard d'enjeux de l'évolution dans le contexte français en plus, hein, où il y a encore des possibilités de résistance à cette mise en œuvre d'un nouveau management public qui est à l'œuvre, sans réclamer, ne veut pas dire justement être un béni-oui-oui de quelque chose qui n'existe pas, de toute façon. De suivre bêtement un gourou des sciences de la slow science qui n'existe pas, puisqu'il n'y a ni gourou, ni mouvement. Hein. Donc voilà, c'est pour te rassurer, Philippe, il y a le mouvement slow science, il n'est pas si... il est... Et en même temps, voilà, réfléchir à cette question des temporalités qui sont dans la façon de travailler, pas seulement, comme je le disais justement dans ma conférence,
pas seulement quand notre cuisine, mais aussi en tant que sociologue, d'anthropologue, avec la société, dans ces deux aspects-là, eh bien, ça me semble être une dimension réflexive de notre activité qui est fondamentale. Donc, voilà un petit peu pourquoi il me semble intéressant de faire référence à quelque chose qui, à la fois, dit quelque chose aux gens, ralentissement des sciences, et en même temps sont curieux et permettent justement de travailler non pas en suivant des préceptes d'un manifeste qui est extrêmement large, hein, mais au contraire de penser le sens de notre activité, de la même façon que, comme j'évoquais, mes travailleurs sociaux qui cherchent à retrouver du sens de leur activité à travers notamment les questions temporelles, eh bien, il me semble qu'on peut retrouver un sens de notre activité à travers une réflexion sur la temporalisation de notre activité et de ce que l'on fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la temporalité, concrètement. Comment on mesure, comment ça se mesure entre les gens. Enfin, voilà une question toute courte. Les outils qu'on a à disposition sont souvent des outils qui ne sont pas satisfaisants, forcément, comme je l'évoquais tout à l'heure, à travers justement les féministes qui sont bien obligés à un moment donné d'utiliser les enquêtes budgétantes, par exemple, pour objectiver des inégalités. Par exemple, la façon dont l'évolution du travail domestique ça bouge pas, ou quasiment pas, depuis 30 ans en France. Donc on a par exemple ce genre d'outils. Mais en même temps, ils ne sont pas satisfaisants, parce que justement, les enquêtes budgétantes, ils n'arrivent pas à rendre compte de la polychronie, qui est l'expérience même des femmes, cette façon d'être en situation de travail, tout en étant dans une attention à l'enfant qui est malade. Je vais être en retard, qu'est-ce que je vais faire pour la crèche, etc., etc. Donc, les outils qu'on a à disposition doivent évidemment aller au-delà de la dimension chronologique de nos activités, hein. Et donc, ça renvoie à ce qui serait une autre conférence, c'est décliner ces questions de temporalisation. Décliner ce que sont ces présences, en ce qu'il ne s'agit pas simplement... parfois, on va travailler sur la responsabilité de la durée, et donc ce sont des choses que l'on peut être amené à faire, par exemple en entretien, voir comment telle ou telle personne se préoccupe et responsabilisée quant aux conséquences de ce qu'il peut y avoir, etc. Ça peut être des logiques de projection, ça peut être des logiques de tempo, ça peut être des logiques de rythme. Tout cela, ça peut s'ethnographier ou, disons, travailler en entretien, etc. Donc ça nécessite, après, de décliner de façon tous ces enjeux de temporalisation qui ne relèvent pas simplement d'une question de vitesse, hein. C'est en ce sens, c'est ce qu'on évoquait hier autour des questions des mouvements slow, hein, et de la question, c'est pas seulement un problème entre accélération, ralentissement, hein, mais derrière, me semble-t-il, c'est le symptôme de qui maîtrise le temps, qui subit la pression temporelle liée au nouveau management public, qui fait attendre l'autre, etc. Donc ça nécessite une ethnographie des activités, hein, et essayer de les élaborer à travers l'observation d'enjeux de temporalisation qui doivent ne pas mettre en tout cas
cette temporalisation, c'est pas tout à fait la même chose quand on parle de projection, c'est pas tout à fait la même chose quand on parle de rythme, c'est pas tout à fait la même chose quand on parle de tempo, c'est pas tout à fait la même chose quand on parle de durée. Donc ça nécessite à chaque fois de préciser quels sont nos objectifs d'observation. Donc voilà, c'est un peu, évidemment, c'est une réponse rapide, mais évidemment, les budgets temps ne sont pas suffisants. Mě by zajímalo z toho hlediska temporalizace. Jste zmínil vlastně tu otázku pozdního rodičovství, že jste se tomu nějak více věnoval. A mně se zdá, že to vlastně pasuje tady k tomu, teďka co jste mluvil v té poslední odpovědi, takové to narušování těch tradičních chronologizací. A vlastně v mnohém to řeší ten problém feministický nebo ten genderový. Teďka mluvíme o té sandwichové generaci, která ve věku 40-50 let se musí starat o děti a zároveň o rodiče. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli tady lze vybudovat tu přímou vazbu s tím temporalizačním trendem v tom teďka konkrétně v tom pozdním rodičovství. A jestli třeba tohle je příklad takového řešení vlastně toho sociálního problému, s kterým myslím jako ta eliminace toho, že teda v těch 70 letech že teda to starání se těch dětí o 70leté rodiče a zároveň ještě velmi vzdálení od té své rodiny. Tak jestli tohle je předpoklad takového toho individualizačního, genderově korektního uspořádání. Je vais répondre, mais sûrement à côté sûrement à côté, parce que bon, d'une part, observer un phénomène des parents qui ont eu des enfants tard, c'est pas l'appréhender comme une réponse à une situation, à une évolution. C'est juste prendre un état de fait comme un phénomène qui n'est pas, qui existe, qui est beaucoup moins important que ce que en disent les médias, mais qui augmente, mais de façon toute relative. Ça reste un phénomène marginal. Donc c'est pas une réponse de la société, quoi. Hein. Donc voilà, déjà. Alors après, qu'il soit c'est plutôt une illustration de la façon dont évolue le rapport aux âges et la façon dont les individus sont amenés de plus en plus à non plus répondre à « j'ai tel âge, donc je peux faire quelque chose, ça » ou « je ne peux plus faire ça », mais ce phénomène que l'on observe, que tous les sociologues ont observé, le travail des normes est un travail de faire en sorte que les gens soient entrepreneurs d'eux-mêmes et donc soient amenés à non plus tant répondre aux injonctions des institutions, mais considérer qu'ils sont à même,
au regard de telle ou telle contingence, de dire je fais ça ou je ne fais pas ça. Donc, la façon normative de dire c'est trop tard ou ce n'est pas trop tard n'est pas renvoyée à une institution, une église ou une morale qui dirait c'est trop tard, mais c'est aux personnes mêmes dont il revient finalement de se dire je suis dans le projet ou je ne suis pas dans le projet, pour reprendre cette notion fondamentale développée par Boltanski. Donc voilà. Alors après que ça induise évidemment des enjeux intergénérationnels que l'on a observés dans cette enquête, justement de soins, et de soins qui s'inversent à un moment donné, en tout cas de perspective, parce que j'ai plutôt travaillé sur des gens qui avaient eu des enfants tard, mais qui les avaient eus de façon assez récente, de façon à ce qu'ils soient certainement dans des situations d'éducation, donc pas trop jeunes, pas des bébés, qui ne soient pas restés simplement à la décision d'avoir un enfant, mais d'être confrontés à des pratiques éducatives. Mais il fallait aussi que ce soit une situation où, au regard des enjeux contemporains de la temporalité, et donc il ne fallait pas que les enfants aient 20 ans, et donc il ne fallait pas non plus que je travaille non plus sur des personnes qui soient trop âgées pour qu'ils expérimentent l'inversion du soin, c'est-à-dire la façon dont les enfants prennent en charge leurs parents. Donc j'ai plutôt travaillé sur des parents qui étaient encore en train plutôt de largement s'occuper, et plus que largement, parce que justement, ils pouvaient être dans une carrière professionnelle où les enjeux étaient plutôt derrière eux, et du coup, ils ne pouvaient plus largement s'en occuper. Au regard de ce que c'est qu'aujourd'hui la parentalité, dans le contexte français, c'est un vrai boulot, au sens où les injonctions à faire les activités, l'école, etc., une vraie activité. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire sur la parentalité tardive, en ce que c'est plutôt un mode de présence à l'enfant, dans le présent, s'en occuper, et dans la façon de se projeter, qu'une illustration, en ce sens, ou une solution à un phénomène. Voilà comme ce que je voulais dire par rapport à cette enquête. Je voulais te demander quel est l'apport, qu'est-ce que tu puises de l'anthropologie de la présence? Parce que tu citais Piet. Donc est-ce que ça nourrit ton approche, et comment? Parce que c'est assez asociologique, si je me rappelle bien, les quoi, c'est sûr qu'on a eu. Je trouve que les propositions d'Albert Piet sur les présences, à partir de ses premiers travaux en anthropologie des religions, où il a beaucoup travaillé de qu'est-ce que c'est qu'éprouver la présence de Dieu, qu'est-ce que c'est que que prier. À partir du moment où justement, il se dit, il n'est pas sociologue, mais il essaie d'observer la façon dont des gens sont pris dans cette situation-là. Donc, moi, j'ai cette anthropologie de la présence, ou cette je ne sais plus le titre du livre d'Albert Piet, elle permet elle permet à la fois de prendre en considération, avec les difficultés de ce que ça de l'observation, pas seulement les activités matérielles, c'est-à-dire, mais également voir la façon dont on se projette, la façon dont les détails rentrent dans la situation. Et ça, il me semble que pour aborder les présences, c'est vraiment un apport essentiel. Après,
il est clair que je m'écarte de toute cette, de cette façon d'appréhender ça, sans oublier les dimensions matérielles et les rapports sociaux qui vont avec. Je prends un exemple, un travail que je trouve à la fois extrêmement intéressant, qui pourrait se réclamer de l'anthropologie de la présence que tu évoques, qui travaille sur les dispersions au travail. Hein, la façon dont, quand on est dans un travail, on est amené à se disperser, pas seulement parce qu'on rêve, mais aussi parce qu'on a des mails, parce qu'on a des téléphones, etc. Hein. Et cette... eh bien, on peut travailler sur les modalités de cette dispersion, mais il me semble qu'il est toujours intéressant de se poser la question de qui fait quoi, qui se disperse, pourquoi. Et c'est là où, justement, ce que j'essaie d'avancer derrière les questions de présence, dans ces dimensions genrées, c'est que, et ça c'est ce qu'avaient montré les sociologues féministes du travail, c'est que, eh bien, c'est pas qu'elles se dispersaient plus. Les femmes mères de famille qui étaient amenées à avoir des enfants malades et qui se posaient la question de qui va le garder ou qui doit aller le chercher, etc., hein, c'est que c'était des questions bien concrètes auxquelles elles étaient confrontées. Et il me semble que ça, du coup, c'est quelque chose que la sociologie doit continuer à montrer, c'est qui fait quoi et qu'est-ce que ça induit comme rapports sociaux. Donc, du coup, c'est à la fois s'intéresser aux modalités de cette dispersion, modalités de ces présences, mais aussi toujours s'intéresser à qui est assigné à telle présence. Donc voilà un petit peu les apports, et puis aussi ce que j'en vois comme des limites, mais c'est toute la complémentarité aussi des approches qui permet ça, quoi. Moi, j'aimerais bien revenir sur la distinction que vous avez faite au départ en fait, de votre présentation de Chronos et Kairos, en disant que dans le cas de Kairos, on avait une dimension morale du temps. Et mon sentiment, même maintenant, je n'ai plus en tête en fait, les exemples que vous avez donnés, mais mon sentiment était un peu que, en fait, un petit soupçon, que finalement cette attribution de la dimension morale était quelque part un peu fausse, parce que c'était plutôt de la dimension morale attribuée aux activités qui étaient incluses en fait, dans cette temporalité, plutôt qu'à la temporalité elle-même. Donc, est-ce que vous pourriez développer un peu, donner peut-être un exemple d'une dimension morale de la temporalité elle-même et non pas de l'activité qui se fait dans... Mais s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de temporalité. C'est bien une dimension pragmatique du temps, que le temps, il n'est pas là. Dans la façon dont on peut l'appréhender en sociologie, c'est que si on considère que le temps, il est là, et que, d'une certaine façon, on y met des activités, où est-ce qu'il y a une dynamique du temps ? Et dès lors qu'on appréhende le temps non comme la résultante de l'activité, et donc un lien très très fort entre l'activité et le temps, eh bien du coup, j'ai du mal à répondre à votre question. Parce que c'est bien, quand je dis, évidemment, quand je dis une morale du temps, c'est bien le temps qui résulte de l'activité telle qu'elle a été conçue dans l'action. Est-ce que je ne dois pas un petit peu attendre ? Exemple, le suivi éducatif d'un gamin qui un peu délinquant, mais en même temps, il y a encore des prises et tout. Le juge des enfants, il se dit, mais est-ce qu'il faut plutôt continuer à être... ou est-ce qu'il faut sanctionner ? Bon, c'est typiquement un travail éducatif avec la sanction et en même temps le complément. Donc, il y a bien tout un travail du temps, c'est du bon moment, c'est-à-dire avec les équipes éducatives, ils peuvent être amenés à se dire, bon, voilà, il nous faut
encore laisser cette pause pour maintenir une prise qui permet l'intervention au bon moment. L'intervention au bon moment étant pas forcément justement la dimension de la sanction, hein, mais justement de, bon voilà, c'est là où il pourrait peut-être là accrocher à une formation, etc. Donc ça, c'est le quotidien. Alors ça peut être dans la dimension judiciaire, mais travailler avec une personne au chômage, dans les logiques de formation, mais qui désespère, et puis aussi qui a des problèmes financiers, etc. C'est toujours un peu il y a toujours un petit peu cette question de quel est le bon moment pour faire ci, etc. Donc là, on a... Et évidemment, la chronologisation, c'est mettre des protocoles. C'est dire, dans cette situation, c'est anticiper les situations. Sauf qu'il y a des marges de manœuvre qui sont heureusement à l'œuvre, possibles pour pouvoir jouer et mettre à contribution des collectifs lorsqu'il y en a, pour se dire c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment. Hein. Donc mais c'est bien l'activité, cette dimension, donc du coup, ce que j'appelle cette dimension morale du temps, c'est en ce qu'il est la résultante de l'action et qui fait qu'il y a événement. Donc voilà, en liant l'activité comme au principe du temps, et non pas un temps qui est là et que l'on remplit par des activités, eh bien, on peut, c'est un raccourci évidemment de dire il y a une dimension morale du temps dans le kairos, mais c'est dans toute la délibération, au sens de la délibération dans un collectif comme j'ai donné l'exemple, mais aussi dans la façon, dans cette délibération interne qui dit est-ce que je fais ça, ou est-ce que je pose ma candidature là, ou est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, etc. Bon, on en est tous là à un moment, à avoir des éléments de délibération, quoi. Et donc, se poser la question, c'est est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est opportun ? Et dans cette délibération-là, il y a bien des dimensions conséquentialistes. Hein. Et donc, voilà ce que j'évoque dans la dimension une dimension morale du temps, en ce qu'il résulte de cette, disons, délibération interne ou collective.